Bertrand Martineau, bonjour. Bonjour. Ancien délégué général pour l'emploi et la formation professionnelle, et vous venez de rédiger pour l'Institut Montaigne un petit rapport, une enquête comparative franco-allemande intitulée « L'apprentissage vaccin contre le chômage des jeunes prend plan d'action pour la France tiré de la réussite allemande ». Institut Montaigne donc, et cela même au moment même où le gouvernement se mobilise aujourd'hui, sous la houlette de Manuel Valls, pour relancer l'apprentissage, puisqu'on est à 400 000 et on en voudrait 500 000. Mais c'est un peu l'arlésienne, l'apprentissage en France. On a l'impression que quoi qu'on fasse, ça ne décolle jamais. Oui, c'est un peu un paradoxe, parce que l'apprentissage est un des rares sujets de consensus en France sur les politiques sociales, et là, en l'occurrence, sur les politiques de l'emploi. Donc, de la gauche à la droite, tout le monde chante les louanges de l'apprentissage. Dans les discours, hein. Ah oui, mais même à tous les niveaux. Donc, l'apprentissage, c'est fantastique, etc. Et c'est vrai que l'apprentissage, ces dernières années, sur longue période, a plutôt augmenté, mais uniquement dans le supérieur. En fait, au niveau bac et infra-bac, c'est-à-dire au niveau des CAP et des bacs de professionnels, l'apprentissage diminue. Et alors qu'au départ, c'est fortement accentué depuis 2012. C'est plutôt les métiers artisanaux. Oui, tout à fait. Donc on a un problème de ciblage de l'apprentissage en France, là où l'Allemagne se focalise au niveau du bac. L'apprentissage en Allemagne, c'est au niveau bac, disons bac pro, alors qu'en France, l'apprentissage au niveau bac pro et CAP diminue dangereusement depuis un certain nombre d'années, et en particulier depuis 2012, où il y a effectivement une dégringolade. Oui, parce que les aides avaient été diminuées, même si elles ont été rétablies depuis. Oui, alors la baisse des aides, c'est sûr que ça n'a pas été un bon signal, mais je pense que les problèmes sont beaucoup plus profonds que ça. Oui. Problème culturel ? Oui, mais alors, c'est un peu le problème. Oui, c'est culturel, mais une fois qu'on a dit que c'est culturel, on n'a rien dit. Et on passe encore des années à le redire. N'est-ce pas, Arlette, ça fait des années qu'on en parle. À propos de cette étude, oui, monsieur, je confirme. Le point de départ de cette étude, c'est que justement, tout n'est pas culturel. C'est-à-dire qu'il faut regarder les choses de manière objective, rationnelle. Donc, il faut parler d'organisation et de pilotage du système, il faut parler de l'implication des branches et des entreprises, il faut parler des incitations financières des uns et des autres, il faut parler de la préparation des jeunes à l'apprentissage, qui est un chaînon manquant en France. C'est-à-dire qu'il y a le collège, et puis ensuite, il y a le saut dans l'inconnu. Il n'y a pas de chaînon manquant entre les jeunes qui sortent du collège et parfois donc broyés par le système éducatif actuel, et puis l'apprentissage. Donc tout cela se mesure, se compare. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec des chiffres, des analyses. Et en Allemagne, vous êtes sûr que ça marche vraiment beaucoup mieux en termes d'insertion professionnelle ? Ah écoutez, le taux de chômage des jeunes Allemands sur les 20 dernières années, il est 3 fois plus faible que le taux de chômage des jeunes Français. Et avec un niveau d'apprentissage qui est donc qui est 3 fois plus élevé à nombre de jeunes donnés. Donc il y a 3 fois plus de jeunes, il y a 30 points de plus de taux d'emploi des jeunes, il y a donc voilà. Donc, pas seulement d'ailleurs dans l'artisanat, je crois que les entreprises industrielles c'est un des clés de la réussite allemande, c'est qu'en France l'apprentissage est en termes d'image, mais ça révèle une réalité statistique. L'apprentissage est concentré dans les très petites entreprises, les moins de 10, alors qu'en Allemagne, l'apprentissage, c'est partout. C'est-à-dire, l'apprenti typique en France, c'est dans l'artisanat. L'apprenti médian en Allemagne, l'apprenti typique, c'est une entreprise, une PME ou une grande entreprise du secteur des services, de l'industrie, etc. C'est la voie normale en Allemagne. Puisque Emmanuel rappelait fort justement que ça fait très longtemps qu'on en parle, il y a toujours quand même des préjugés, c'est-à-dire dans les métiers de bouche, par exemple. C'est la boucherie, la charcuterie. Ça fait des années qu'on entend les artisans dire il y a des emplois et on n'arrive pas à trouver de jeunes en apprentissage. Alors, c'est vrai. Alors, il y a certains secteurs où il y a du mal à recruter, mais dans ces secteurs-là, ils ont du mal à recruter de l'apprentissage, mais ils ont du mal à recruter tout court. Donc le problème dépasse le problème de l'apprentissage. Mais c'est vrai que le fait que l'apprentissage soit en France concentré sur les petites entreprises, moi j'ai absolument rien contre les petites entreprises bien sûr, mais en termes d'image, vous voyez bien que c'est un décalage par rapport à ce qui se passe en Allemagne. Donc il faut réorganiser. Alors je voudrais qu'on remonte le schéma dont j'ai parlé tout à l'heure parce que je l'adore. Un peu votre schéma préféré. Voilà, c'est mon truc préféré. C'est le schéma de financement de l'apprentissage en France. Votre schéma de chevet. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le Conseil d'analyse économique qui avait établi ça. Voilà. Oui, je le connais bien. Oui, je vois. Vous le compreniez, vous ? Oui, alors il doit y avoir 10 personnes en France qui le connaissent. Alors professionnellement, il se trouve, combien ils comprennent ? Je m'en félicite pas, je m'en glorifie pas, si vous voulez. Mais oui, je fais partie des quelques personnes qui arrivent à peu près à comprendre ce schéma. Bon, oui, c'est une des causes de l'échec du système. C'est là qu'il faut simplifier. Oui, c'est la question de l'organisation. Voilà, il y a une question d'organisation. On a des compétences qui ne sont pas clairement définies entre l'État, qui au passage est bicéphale, puisqu'il y a l'Éducation nationale et le ministère du Travail. Au niveau national et au niveau déconcentré, c'est-à-dire au niveau régional, vous avez un État bicéphale, le recteur et le préfet de région, vous voyez. Ensuite, vous avez les conseils régionaux, vous avez les partenaires sociaux, vous avez les chambres consulaires. Et c'est vrai que les financements, le pilotage, l'animation de tout ça... Donc on comprend que ça ne marche pas. Vous dites qu'il faudrait que la région soit vraiment chef de file en la matière, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et
Et il faudrait aussi que les lycées professionnels évoluent. Oui, c'est-à-dire que il y a, comme on a ce qui fonctionne en Allemagne, c'est que vous avez une entité qui existe, qui s'appelle l'enseignement professionnel initial. Voilà, que ce soit par la voie scolaire ou par la voie apprentissage. Et il faudrait que, comme en Allemagne, tout soit à la même main, soit piloté en région par la même personne et le même financeur. Aujourd'hui, comme ce ne sont pas les mêmes financeurs des lycées pro et les CFA, vous ne pouvez pas faire de transvasement de l'un vers l'autre. C'est-à-dire que quand on ferme un lycée pro, c'est l'Éducation nationale qui fait une économie budgétaire, et quand on ouvre un CFA, c'est le Conseil régional qui fait une dépense supplémentaire. Donc il ne faut pas s'étonner si on ne peut pas avoir une gestion souple et adaptée aux réalités du monde économique en région, puisqu'il y a séparation institutionnelle. Est-ce que les profs sont prêts à faire évoluer le lycée professionnel pour l'ouvrir à l'apprentissage? Alors, il faut peut-être distinguer les profs et leurs représentants, les syndicats d'enseignants. Je ne sais pas. D'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir leur point de vue, évidemment. Ce que je pense, c'est que dans une opération comme celle-là, qui consisterait à décentraliser en fait les lycées professionnels aux régions, ce qui est une opération lourde, il faudrait qu'il y ait une négociation avec les organisations syndicales qui comporterait probablement une revalorisation de ces métiers. Oui. Parce qu'au passage, les enseignants de l'enseignement professionnel en France sont les parents pauvres de l'éducation nationale et en comparaison internationale sont très très mal payés et il faudrait aussi mettre ça sur la table. Qu'est-ce que vous pensez de la réforme du collège telle qu'elle... La réforme du collège, elle est polluée par la question des programmes. Donc les programmes, je pense que tout a été dit, tout le monde s'est exprimé. La ministre de l'Éducation nationale, conformément à la loi, lance un programme, une concertation nationale sur le sujet. Je ne sais pas comment ça va se finir. Je crois qu'il faudrait retirer les programmes d'une commission un peu hors sol, déconnectée de la réalité et qui s'exprime en plus dans la langue. On a raison de s'écharper sur le latin alors qu'il y a des jeunes qui... La commission s'exprime dans la langue de Molière, ce qui facilite pas, la langue des médecins de Molière, ce qui facilite pas évidemment la discussion. Mais dans cette réforme, il y a aussi l'aspect fonctionnement du collège. Et là, il y a un pas intéressant vers l'autonomisation des collèges, avec une partie des budgets qui sont réservés notamment aux élèves en difficulté. Et donc, ce serait bien que les personnes qui s'indignent pour la suppression du latin, que je comprends très bien par ailleurs, s'indignent aussi et aient la même capacité d'indignation pour les 20% d'élèves décrocheurs qui, comme avenir professionnel, essentiellement, ont le chômage. Merci beaucoup. Bertrand Martineau, réforme de l'apprentissage aujourd'hui à l'ordre du jour à Matignon.